Merci d'être à cette réunion formation Zoom. En théorie, cette petite formation devrait se faire pour bien travailler, bien approfondir, à peu près 3-4 heures. Là, j'ai essayé de l'écraser en 3/4 d'heure, 1 heure. Je vous propose de tout dérouler en 3/4 d'heure, 1 heure. Ça va vous paraître par moments relativement technique, même si fréquemment, je vais dire des évidences. Par instant, vous allez vous dire, j'apprends pas grand-chose, ça me paraît hyper évident, et par moment, vous allez être un petit peu perdu. Ce sera tout à fait logique parce que c'est un travail qui décale un petit peu le regard. L'idée générale de ce cours tourne autour de: est-ce qu'on peut expliquer une dispute? Comment est-ce que je peux retrouver quelqu'un avec qui je me suis totalement coupé, notamment sur notre gros problème d'actualité, sur ce qui nous a tenus depuis 2 ans. Et je ne prononcerai pas le mot parce que j'ai pas envie qu'on se fasse censurer. Il y a une méthodologie, une façon de savoir où est-ce que nous sommes situés dans ce qu'on peut appeler un labyrinthe relationnel. Dit autrement, on pourrait appeler ça soit le chemin du pardon, je me pardonne, je pardonne à mes amis, soit le diagramme de la chienlit. Vous savez, cette espèce de marécage relationnel où on se dit par moments, mais c'est pas possible, comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Alors, je démarre toujours sur cette petite citation: quand vous ignorez comment faire la pédagogie d'un problème, tout effort devient insupportable. C'est du Jean-Marc Jancovici, si vous le connaissez, vous avez reconnu. Il emploie souvent cette expression: dit autrement, si vous ne pouvez pas expliquer votre problème, eh bien votre problème restera intact. Le premier pas vers la solution, c'est de pouvoir expliquer le problème. Et la vertu de cette petite formation, c'est d'essayer d'expliquer le problème. Alors, une autre citation aussi qui est assez précieuse: le problème, c'est pas ce qu'on ignore, le problème, c'est ce que l'on tient pour sûr et certain qu'il faut. C'est-à-dire qu'on a des gens en face de nous qui sont honnêtes, qui sont sincères, qui se sont fait fumer le cerveau, qui se sont fait hypnotiser par la télé, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, quand on utilise de l'induction, c'est de l'hypnose, et qui sont sincères, et qui nous disent, mais bien sûr qu'il faut vacciner les enfants pour protéger les personnes âgées. Et il y a plein de gens honnêtes qui disent ça. Et l'erreur, c'est de les attaquer frontalement, quoi. Il va falloir qu'on se pardonne tous et qu'on se retrouve. Alors, la première étape, c'est le chemin d'Interléguéré, en 4 étages plus la terrasse. Interléguéré, c'est la racine latine du mot intelligence. Interléguéré, ça a donné intelligence. C'est vous dire qu'il y a une grosse différence avec ce qui parle du quotient intellectuel. Le QI, une structure cérébrale particulière, et encore, c'est carrément remis en cause, de plus en plus remis en cause. Par contre, l'interléguéré, c'est faire des liens entre. Hein, la définition d'interléguéré en latin, quand je fais des liens entre. Vous faites des liens entre des éléments factuels, vous faites de l'interléguéré, vous faites de l'intelligence. Vous avez une recette de cuisine devant vous, vous avez tout un tas de paramètres, tout un tas de préparations, tout un tas de cuissons, tout un tas de choses, vous faites des liens entre tous ces éléments, et puis vous faites de l'interléguéré, vous faites de l'intelligence. Vous faites de l'interléguéré quand vous faites une partie de cartes, vous faites de l'interléguéré quand vous conduisez votre voiture, vous reliez des éléments factuels, et vous avez bien compris, l'objectif de la télévision, c'est de vous empêcher de faire des liens entre des choses. Jusque-là, je ne vous ai pas appris grand-chose. Il y a 4 chemins, il y a un chemin en 4 étages, plus la terrasse, et ça, c'est très, très précieux que de visualiser les choses dans le bon sens. Le premier étage, c'est j'ignore que j'ignore. Quand vous ignorez l'existence de quelque chose, vous êtes dans le confort. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de la transcriptase reverse, par exemple, et ils se sentent bien parce qu'ils ignorent l'existence de la reverse transcriptase. Il y a des gens qui ignorent l'existence des récepteurs ACE2. On ne peut pas leur en vouloir. Tout le monde ne connaît pas la notion des récepteurs ACE2. Les gens ignorent l'existence de ce sujet
eh ben, ils sont bien. On va dire qu'ils s'en fichent, certes, mais d'une force absolue. Demain, il va m'arriver des choses dans ma journée. Je ne sais pas encore ce qui va m'arriver. Ben, à l'instant T, je m'en fiche littéralement. Je suis dans le confort par rapport à ce qui m'arrive demain. Je suis dans le confort. La deuxième étape, c'est je sais que j'ignore. Si vous avez bossé dans la formation, ces quatre étapes-là, vous les connaissez déjà. C'est quelque chose qu'en général, les profs connaissent déjà bien. Je sais que j'ignore, ça veut dire je suis dans l'embarras. J'ai découvert un objet, un sujet. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Eh bien, quand je découvre quelque chose dont j'ignorais l'existence, pendant un micro-instant, je suis sorti de ma zone de confort et je ressemble à une poule qui a trouvé un couteau. Et tout le monde déteste ressembler à une poule qui a trouvé un couteau. Quand vous avez une information, un article de loi, un truc physiologique ou quelqu'un de nouveau qui arrive, tiens, je te présente un tel, je découvre que je ne connais pas un tel, ben j'ai le petit instant de gêne, vous voyez. Mais ça, c'est valable pour tout, c'est une étape. J'accélère hein, parce que ça mériterait qu'on y passe beaucoup plus de temps. Troisième étage, je sais que je sais. Ah, là, ça veut dire que je suis dans la connaissance. J'ai bossé mon sujet. J'ai ouvert des bouquins, je maîtrise les choses. Et quand je suis dans la connaissance, bah, eh ben, ça va, quoi. Je suis sorti de cette zone d'inconfort et je me rassure, c'est l'approche factuelle. On va chercher des éléments factuels que tout le monde peut vérifier. Je vous en parlerai tout à l'heure, mais on va chercher une vérité qui est partageable. Quand on peut partager une vérité, on bascule dans un autre monde qui s'appelle la réalité. C'est beaucoup plus puissant, ma vérité contre ta vérité, ok. Mais dès lors qu'on appelle un chat, je te montre ma vérité, est-ce que tu vois bien ça? Oui, je vois bien la même chose. Bon, ben, on est d'accord sur l'existence de ce truc, ok, on bascule dans la réalité. C'est la troisième étape, je sais que je sais. Quatrième étape, ou quatrième étage, j'ai oublié que je sais. Alors là, c'est ballot. C'est-à-dire que quand j'ai oublié que je sais, je me mets à parler comme si tout le monde savait. C'est-à-dire que je me mets à parler comme un super expert qui s'éclate dans sa passion, qui s'éclate dans son sujet, et je balance des trucs et des machins, et ça me paraît évident, et qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien oui, mais si les gens en face de moi sont encore dans j'ignore que j'ignore ou à peine je sais que j'ignore, je vais au minimum créer du malaise, voire leur faire peur et les faire fuir. Cette étape, j'ai oublié que je sais, je parle comme si tout le monde savait, c'est parfois une arme. Alors, vous avez qui, mais qui est à contresens. Hein. Le kéké, celui qui essaye de se la jouer, de paraître le plus malin, va utiliser des termes que lui seul et son petit microcosme peuvent comprendre pour créer le malaise. Hein. Le kéké va rire d'une anecdote avec des amis, et puis nous qui ignorions l'existence de cette anecdote, on ne sait pas de quoi il parle, on va être un petit peu gêné. Ou alors la personne va vous parler de câbles électriques avec des termes impossibles à comprendre. Ou alors votre médecin traitant va se mettre à vous parler avec des termes physiologiques imbuvables et vous allez être perdu. Donc ça peut être une mauvaise utilisation. Et puis dans certains cas, quand on a un adversaire en face de soi, c'est une des stratégies de l'art d'avoir toujours raison d'Arthur Schopenhauer. C'est un truc à découvrir, ça. Je ne sais plus quel est le numéro de cette stratégie. En fait, on peut désarçonner son adversaire en employant des termes extrêmement compliqués pour lui faire peur. Hein. Si je vous parle de l'article 48 et de la balance des paiements et le solde target 2, je sais à qui je vais le dire, justement pour désarçonner mon adversaire. Par contre, ça demande de maîtriser le sujet que l'on balance. OK, bon, je vais revenir sur tout l'ensemble. Et puis, la cinquième étape, le cinquième étage, c'est je sais qu'il me reste tant à apprendre. C'est-à-dire, je reste humble, attentif et curieux. Vous vous rappelez de cette chanson, maintenant je sais qu'on ne sait jamais. Eh bien, l'étage de la terrasse, c'est la sagesse. Je suis passé par toutes ces étapes sur un sujet, et quand je suis tout en haut, eh bien, je sais qu'il faudrait peut-être que je redescende et que je me remette à redécouvrir des choses que j'ignore sur d'autres sujets. C'est ça les 5 étapes de l'intermédiaire, les 5 étapes de l'intelligence. Ok, donc je vous les remets. J'ignore que j'ignore.
Je sais que j'ignore, je suis dans l'embarras. Je sais que je sais, je suis dans la connaissance. J'ai oublié que je sais, je parle comme si tout le monde savait. Et je sais qu'il m'attend à apprendre l'approche de la sagesse. Dit autrement, eh bien, ces 5 étapes, ça correspond à un escalier. On monte en étage. La force de l'enseignant, la force du maître ou de la maîtresse, du bon pédagogue, c'est de redescendre l'escalier, de se diriger vers quelqu'un qui ignore l'existence d'un sujet, et de le faire monter en connaissance. On a tous vécu le prof de maths, le prof de sciences physiques, qui a choisi de parler aux 4 élèves du premier rang, dans des termes absolument imbuvables que eux seuls peuvent comprendre, et qui va perdre le reste de la classe. Et tous les profs ne sont pas comme ça, évidemment. Eh bien, les 5 étapes, comme ça, vous en avez une multitude, sur une multitude de sujets. On apprendra toute notre vie. La grande question, c'est la personne avec qui je parle, elle est sur quel étage? Vous, quand vous vous êtes lancé dans cette réunion Zoom, vous étiez dans la première. J'ignore que j'ignore, mais de quoi va nous parler ce type? Et puis ensuite, vous avez très rapidement basculé dans je sais que j'ignore. Oh là, il a cette tête-là. Oh là, il commence le truc. Oh là, il parle beaucoup. Il nous parle du quoi? Du diagramme de la chérie. Bon, on va voir. Là, nous sommes dans la 3e étape. Je sais que je sais. On est en train d'apprendre le truc. Ensuite, ça va devenir fastoche pour vous, tellement fastoche que vous risquez de parler comme si tout le monde savait. Et puis, ben, on continuera à apprendre avec la 5e étape. Eh bien, ces 5 étages, en fait, on peut les mettre en ordonnée, d'accord? En verticale. 1, 2, 3, 4, 5. Et on est tous à un étage X ou Y par rapport à notre interlocuteur. Quand on est tous à l'étage numéro 4, sur un petit microcosme, eh bien, on est tous d'accord, on est tous au courant et on est bien, on est dans une autre forme de confort, jusqu'à ce que quelqu'un débarque avec quelque chose que l'on ignorait et hop, on remonte d'un étage. Là, je bascule sur une autre problématique que vous connaissez bien, qui est indispensable. Alors, j'ai oublié un petit peu de me présenter, j'ai foncé directement parce que je voulais aller très vite. L'étape précédente, les 5 étapes de l'intelligence, de l'intermédiaire plus exactement, c'est un outil que j'utilise en tant que formateur. Mais en tant que soignant, qui plus est un petit peu dans le soin palliatif depuis quelques décennies, dirons-nous, mais comme n'importe quel autre soignant, il y a la notion des 5 étapes du deuil. Ça, c'est la base de la base de la base. On enseigne ça en école d'aide-soignante et école d'infirmière, mais il y a des médecins qui ignorent l'existence des 5 étapes du deuil. Alors, petit rappel, première étape, le choc, choc déni, puis colère, puis marchandage. Et quand je regarde, j'ai toujours l'impression que je me suis trompé. Je dis toujours choc, colère et après déni, mais en fait, non, c'est choc, déni, colère, marchandage. Les 3 premières étapes. Alors là, j'en parle comme si vous n'aviez jamais entendu parler de ça, mais comme je sais que vous êtes un petit peu plus ou moins soignant, c'est quelque chose que vous maîtrisez. Choc, déni, colère, marchandage, prenons un exemple domestique. C'est l'anniversaire d'une de mes filles, elle est toute petite, j'ai commandé une robe de princesse, les copains, les copines vont arriver à la maison dans l'après-midi, le colis arrive le matin même par la poste, j'ouvre le colis, ah, horreur absolue, un dinosaure en plastique. Je suis instantanément en choc, déni, je regarde le truc en plastique, je fais des bonds, je me mets en colère, puis je finis en marchandage au bout de la 3e seconde, je me revois en train de commander la robe de princesse avec le diadème en plastique, la taille, machin, et je bascule dans choc, déni, colère, marchandage. Au bout de 3 secondes, 4 secondes, je suis calmé, je suis prostré face à cette boîte et face à cet objet en plastique qui n'est pas une robe de princesse. Et l'anniversaire arrive. C'est seulement quand j'ai franchi cette 4e étape, dépression, que je peux basculer en 5e étape, l'acceptation. Je monte dans ma voiture, je fonce au magasin chercher la robe de princesse parce que le papa, il fait ça parce que sinon on a intérêt de faire. C'est un exemple. Pour dire que les 5 étapes du deuil, c'est valable sur des micro-deuils, mais c'est la même chose sur des deuils terribles, atroces, sur des drames. C'est les mêmes étapes. Simplement, selon l'histoire, selon le drame, selon le vécu, il y a des gens qui vont faire les 5 étapes du deuil en 30 secondes, en 3 minutes, et d'autres en 6 mois, en 15 ans, etc. Petit détail technique.
il se trouve que beaucoup de gens, inconsciemment, bien sûr, évitent la notion de dépression, de lucidité et tournent en boucle en choc, déni, colère, marchandage. Quand les gens tournent en boucle en choc, déni, colère, marchandage, il se passe une sorte de brouillard, hein, une sorte de brouillard où ils ne savent plus trop où ils en sont. On appelle ça de la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, ça remonte aux travaux de Léon Festinger en 1954. Je vous donne l'exemple d'une dissonance cognitive qu'il a qu'il a découvert avec ses élèves. Léon Festinger, comment dire, dit à ses élèves je crois que c'est en neurobiologie ou en sciences cognitives, vous retrouverez son CV facilement, dit à ses élèves, il y a une secte pas très loin, nous allons infiltrer cette secte, ce qui nous permettra de faire un devoir pratique. Alors le principe de cette secte, ce sont des gens qui sont convaincus que la Terre va être détruite par des extraterrestres. Leur gourou leur a enseigné ça. Et ce qui est génial pour nous autres chercheurs, c'est qu'ils ont un compte à rebours. Donc vite, 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 incrustons-nous dans cette secte et attendons le fameux compte à rebours, parce que lorsque la Terre n'aura pas explosé, il y a fort à parier qu'on va beaucoup rigoler et que le gourou de cette secte va se retrouver assis à cheval sur un rail avec du goudron et des plumes. Donc Léon Festinger, il va avec ses élèves, il passe un temps X, et puis le compte à rebours avance, avance, la Terre va être détruite. C'est des gens qui ont énormément prié, prié pour que ça n'arrive pas, etc. Compte à rebours, 5, 4, 3, 2, 1, dernière seconde, tout le monde est face à l'horloge, tout le monde se tient les mains, ça va sauter, et puis bah, rien. Alors rien, puis attendre 5 minutes de plus, puis 15 minutes. On imagine qu'au bout de 30 minutes, il y en a un qui a dit est-ce que je peux aller faire pipi? Bref, la Terre n'explose pas. Donc là, Léon Festinger, avec ses élèves, sont prêts, ils se disent ça y est, c'est là que ça va déraper, quoi. Ça va péter, quoi. Et au stupeur, ils découvrent que comment dire, le gourou qui s'était isolé revient et dit j'ai trouvé. Il n'y a qu'une seule explication. La Terre n'a pas explosé. Il n'y a qu'une seule explication. En fait, je vous explique. On a prié comme des dingues et on a tellement prié comme des dingues que on a fini par se faire remarquer des extraterrestres. Et ils se sont dit, on ne peut pas faire sauter cette planète avec ces gens-là à bord. C'est pas possible. On ne peut pas faire un truc pareil. Donc, en fait, les gars, je pense qu'on a sauvé la Terre. Clairement, en restant modeste. Et ce qui, le plus incroyable qui arrive, qui n'est pas arrivé, c'est que dans les semaines et les mois qui ont suivi, cette secte a doublé puis triplé de volume. Alors là, Léon Festinger ne s'attendait pas à ça, et mon goudron, mes plumes, rien du tout. Et il va appeler ça de la dissonance cognitive, il va lui donner un nom, ça s'appelle, accrochez-vous à vos fauteuils, vous risquez de tomber à la renverse, la persistance des croyances réfutées. Ce qui veut dire que quand la réalité vous envoie un truc que votre cerveau n'a pas du tout imaginé, occulté, ouais. Votre cerveau a la capacité d'inventer. Alors on pourrait dire, attends, c'est un peu facile, ça s'appelle de la mauvaise foi. Oui, ça peut s'appeler de la mauvaise foi, mais cette mauvaise foi mise en évidence à un niveau, parce que la mauvaise foi, c'est l'enfant qui a les doigts dans le pot de chocolat et qui se fait prendre la maman le sac. Et puis ça se bloque facilement. Mais lorsqu'on arrive à doubler, tripler de volume, une secte comme ça, eh bien, on est sur la persistance de croyances réfutées. Eh bien, persistance de croyances réfutées, bah, on en voit un petit peu beaucoup avec un certain nombre d'amis covidistes, ouais. Pour qui, bah non. Persistance de croyances réfutées, moi je la vois avec un certain nombre de médecins traitants, notamment mon médecin traitant, qui ne peut faire le chemin d'aller en dépression, en lucidité, et de se dire, mais alors, dans ma clientèle, j'ai eu 25 morts, ouais, il faudrait me laisser la lumière, j'ai eu 25 morts dans ma clientèle, alors que derrière moi, dans le tiroir de la pharmacie, j'avais un médicament qui s'appelle ivermectine et je pouvais tous les guérir. Ah ouais, carrément. Et bien ça s'appelle une sacrée lucidité, une sacrée dépression. Et ça, c'est terrible pour un médecin traitant qui bosse comme un dingue toute l'année, qui veut sauver ses patients, que de faire le chemin du deuil et se dire, mais
Je me suis trompé, certes, mais on m'a trompé. Conseil de l'ordre, revue prescrire, laboratoire, ARS et tout le team, quoi. Ça, c'est terrible. Et vous avez beaucoup de médecins traitants qui sont des types honnêtes et qui tournent en boucle, en choc, déni, colère, marchandage. Et c'est pas spécialement de la mauvaise foi, c'est que c'est beaucoup trop dur pour eux. C'est beaucoup trop dur pour eux. Alors, je poursuis au pas de course parce qu'on va se dire plein de trucs après. Vous me dites, enfin, je me dis, et certaines personnes se disent, oui, mais attends, on va s'embarrasser, quoi. Telle information, je ne sais pas si vous voyez ma petite souris qui Ouais, bouge, telle oui. information, tu balances, et puis l'autre, il se débrouille, hein, et oh, oh, ça va 2 minutes, hein, il accepte, hein, basta. Hein. Eh bien, quand vous balancez l'information et que vous dites à la personne, tu acceptes, c'est exactement comme si balancer un seau d'eau à un comateux, pour un seau d'eau froide, pour essayer de le réveiller, ça rate. Quand on est beaucoup trop puissant, en fait, on dit que les gens utilisent une parole vitriolique. Dit autrement, toute vérité n'est pas bonne à dire quand elle est Ouais. trop puissante. Il faut laisser à l'autre le temps de faire son chemin, et je vais vous expliquer pourquoi c'est ralenti, pourquoi c'est bloqué. Et le vitriol, eh ben, ça décuple la colère. Au mieux, on perd la personne, elle ne veut pas vous parler. Ah non, 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 moi je ne parle pas de ces trucs-là, moi je ne veux pas, non, on me laisse tranquille, non, parce que après, moi, mon médecin traitant m'a dit, à propos de la vaccination, c'est un dogme, et je l'assume en tant que tel. C'est fou quand même, parce que c'est trop dur pour lui. Il préfère me dire dans sa dissonance cognitive, écoute, la vaccination est une croyance, c'est quand même mon droit. Bah, il y a des gens qui meurent, mon garçon. Enfin, ça, vous voyez, moi, j'ai pas osé lui répondre parce que j'ai pas voulu le foutre en dépression, comme diraient les ados. J'ai pas voulu le mettre en PLS, en position latérale de sécurité. J'ai pas voulu, bing, lui dire, mais j'ai pas voulu. Je bouillais intérieurement. Mais bon. Vitriol, pour tout vous dire, si vous regardez bien, vitriol, c'est un sigle, Vitriol, comme SNCF, mais sauf que vitriol, ça veut dire veritas interiore terrarum rapicipendem occultum lapidem. Dit autrement, vitriol, acide sulfurique, c'est descends au plus profond de toi, tu découvriras ta pierre cachée et en remontant à la surface, tu renaîtras. Ouais, quand même. Bon, ça veut dire touche le fond de la piscine, regarde-toi face à la glace, et c'est seulement à ce moment-là que tu pourras te transformer. Ça veut dire, bah, le chemin de ta résilience, tu vas le faire toi-même tout seul. Mm. Ça veut dire, dit encore autrement, il est exclu, c'est une erreur que de croire que l'on peut changer son interlocuteur. Ouais. Je te dis ça, tu acceptes, c'est bon, tu as compris, tu as changé, ok, sujet suivant, next. Eh ben non, ça rate. Non. On respecte son interlocuteur, on regarde où il en est, et on y va doucement dans ce qu'on lui dit, parce que ça ne sert à rien. Vous savez, les ados vont très très vite quand ils parlent, parce qu'ils ont l'impression de pouvoir décocher une réponse qui va être le dernier mot. Mais c'est pas parce que j'ai le dernier mot et qu'on est 15 à dire la même chose qu'on a raison, quoi. On peut être 15 à avoir le dernier mot et à dire une ânerie, quoi. Ça change rien, quoi. Où en est mon interlocuteur et je lui laisse le temps. Je lui laisse le temps. Donc la clé, c'est de prendre le temps pour trouver, vérifier, affiner, puis partager des faits, notamment des chiffres. C'est l'unique voie pour que la foule comprenne par elle-même et découvre que le roi est nu. Et donc c'est long. Et donc les médias ont une terrible longueur d'avance sur nous parce Ouais. que, on dit bien, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. C'est beaucoup plus long de dire la vérité, de recevoir, de construire. C'est tellement facile, hein, ces foutus petits mensonges. Euh, donc les 5 étapes du deuil, choc, déni, colère, marchandage, dépression, acceptation, hop, hop. Et puis on va les retrouver ici. On va les retrouver positionnés comme ça. D'accord. Et vous voyez le coup venir. Choc, déni, colère, marchandage, dépression, acceptation. On se retrouve avec également 5 étapes. Et ce qui devait arriver arriva. On se retrouve effectivement avec un diagramme pour se dire, mais où est-ce que moi je me positionne là-dedans et où est-ce que mon interlocuteur se positionne. Et c'est uniquement lorsque je sais où se positionne l'autre que je peux commencer à avoir un discours intelligent, je dis bien un discours d'intermédiaire avec la personne avec qui je veux comment dire, transmettre des informations et faire évoluer cette personne. Il y a 3 zones là-dedans, si on regarde bien. Tout en bas à droite,
excusez-moi, tout en bas à gauche, un petit peu rose saumon, on dirait un œuf, bah, c'est la zone la plus compliquée, c'est la zone la plus chargée en émotions, en problématiques, puisqu'on a 1, 2, 3, choc, colère, déni, marchandage en abscisse, et puis on a 1, 2 sur j'ignore que j'ignore et je sais que j'ignore. Ensuite, on a une zone un petit peu floue intermédiaire au centre, où les gens commencent à se poser des questions, ou sont prostrés, ou sont dans la tristesse, et puis bah, nous, bah, vous vous doutez bien que nous, on est en train de se balader sur les approches TAS, etc. Nous, on est tranquillement dans une zone de 5 sur 5 d'acceptation et même d'humilité, parce qu'on sait qu'on a tellement appris en 2 ans, il y a tellement de choses qu'on a découvertes, qu'on a appris, que c'est génial, il nous reste encore plein d'autres trucs à apprendre forcément. Mais en attendant, bah là, nous, on est un peu au calme, quoi. Et ça va être à nous de faire le chemin de redescendre pour aller chercher des gens bah, qui sont bien, quoi. Des gens qui sont à leur 3e dose, qui ont 0 symptômes, qui ont quand même pu aller au ciné, au resto autant qu'ils voulaient, et qui ont. Qu'est-ce que c'est que ces histoires d'expérimentation, ces histoires d'effets secondaires, je ne peux pas en parler, hein, nous ça va bien, toute la famille est vaccinée, certains n'ayant même pas attrapé le Covid, et c'est tant mieux, et c'est chouette. Et ben, quand les gens sont dans une telle zone de confort, bah, bah, peut-être qu'il faut les laisser tranquilles, hein. Ça peut être intéressant d'y aller, mais il faut se poser la question, est-ce que je vais me couper avec toute ma famille? Ça nous est tous plus ou moins arrivé avec certaines personnes, ou avec tous mes amis. La question se pose, hein. La question se pose. Euh, Moi, j'entendais une de mes collègues qui me disait un jour, tu te rends compte, si on ignorait tous ces trucs-là, elle était en train de me parler du diagramme de la chienlit sans s'en rendre compte. Elle me disait, on serait quand même vachement mieux, quoi. Ah, bah, je lui disais, c'est sûr. Bon, on aurait un peu la peur avec BFM TV, mais c'est sûr qu'on se poserait pas de questions, quoi. On serait tranquille. Et le fait d'être tout en haut et de se dire, mais comment je vais redescendre pour aller chercher mes amis, c'est compliqué. D'autant plus que il y a des zones d'ombre dans le marécage. Et maintenant, je vais vous parler de la partie la plus intéressante. Alors, le confort, la personne peut passer d'abord par l'étape du confort, puis l'étape du choc. Puis elle va passer par l'étape du non, je refuse la colère, puis du marchandage, je veux retrouver mon confort. Quand j'ignorais tout ce truc-là, quand j'ignorais, je ne sais pas moi, le site de la vigilance avec les millions de gens, voilà, quand j'ignorais ce que Christine Coton nous a expliqué sur les femmes enceintes vaccinées, rendez-moi mon ignorance, j'étais mieux dans mon confort, donc cette zone-là. Puis petit à petit, le niveau dépression, ah mon Dieu, mais voilà. Et puis je sais, et puis maintenant, nous on est à cette étape-là, on est à agissons, quoi. Il faut agir. Parce que l'ignorance, pardon, n'importe quoi, pas l'ignorance, le savoir, la connaissance, c'est une économie, c'est-à-dire particulière. Si je vous donne de la connaissance, j'en ai toujours en moi et je vous en donne. Si je vous donne 10 euros, bah, j'ai 10 euros de moins. La connaissance, c'est merveilleux à transmettre. Par contre, quand on a reçu de la connaissance, mais comment faire pour l'oublier? C'est quasiment impossible à oublier. Je ne peux pas apprendre l'alphabet, je ne peux pas apprendre que je sais faire du vélo. Ben, comment je fais pour oublier la reverse transcriptase? Donc, ça nous amène à la sagesse et à une notion de responsabilité. Vous pensez bien que des diagrammes de Chiani, il y en a pour 1 milliard de sujets dans toute notre vie. C'est le principe, et c'est une bonne chose. Sinon, ça veut dire que nous serions des robots. Et non. Donc, c'est naturel. On n'est pas d'accord, on apprend avec quelqu'un d'autre, etc. Alors, poursuivons, parce qu'il y a une sorte de malheureusement qui joue contre nous et qui fait en sorte que les gens vont suivre cette flèche rouge et rester en bas. C'est pas tout de se dire, bon, ok, je vais y aller doucement, je vais balancer des petits chiffres, d'accord. Ça, c'est certain, c'est ce qu'il faut faire. Mais on a beaucoup de personnes qui sont propulsées vers le bas, notamment grâce à la télévision et les médias, etc. Donc, si on grossit cette zone-là, vous avez ce qu'on appelle les injonctions paradoxales et la notion d'émotion. Les injonctions paradoxales, on va le représenter avec la première flèche rouge, et puis les émotions, peur, colère, tristesse, joie, espoir, avec la deuxième flèche.
pour faire tourner les gens en boucle là-dedans, comme une zone de turbulence, si vous voulez. Alors, le cerveau privilégiera toujours la facilité, l'acceptation sans effort, pour rechercher le repos, le confort. On est d'accord. Et le cerveau va avoir définitivement un problème avec les émotions. Les émotions sont dans une zone particulière du cerveau. Ne me demandez pas trop laquelle, je dirais des bêtises. Il y a des histoires validales. On m'avait dit que c'était plus ou moins émotion imaginaire, plus ou moins sur une zone à droite du cortex. C'est un petit peu plus centré. Et la réflexion, la méthodologie, le calcul, le rationnel, ce qui est un peu bof, c'est à gauche. Quand vous êtes basculé en émotion, la réflexion est en pause. Elle est obligée d'attendre que l'émotion se calme. Et évidemment, la télévision fait tourner en boucle de l'émotion, de l'émotion, de l'émotion, en diminuant le nombre d'intermédiaires, de facteurs de connaissance. Premier effet qui se coule pour vous faire descendre. Et deuxième effet qui se coule, dire non, alors ça demande un effort, c'est forcément plus difficile. Dire je refuse, ça veut dire que sortez d'une zone de dissonance cognitive et vous voulez progresser, vous vous démarquer des autres. Et ça, c'est un effort pour le cerveau. Je reviens sur l'expérience de conformité de H aussi, que l'on va retrouver. Alors, je reviens en arrière, parce que voilà, les injonctions paradoxales. Les injonctions paradoxales que l'on voit de l'autre côté de ce toboggan, les injonctions paradoxales, c'est le principe du en même temps. C'est-à-dire, je dis deux choses contraires et je les mets dans la même phrase. Moi, je prends cet exemple pour vous donner une idée. J'ai mon épouse qui a eu un souci avec une personne de ses ressources humaines qui a utilisé l'arme de l'injonction paradoxale pour bloquer le cerveau de ma femme. Et ils y sont parvenus quelques minutes. Ils ont eu cette outrecuidance de lui dire: vous avez dépassé toutes nos espérances lors d'un entretien. Je suis comme aperçu. Et dans la même phrase, après avoir dit vous avez dépassé toutes nos espérances, la personne a poursuivi sa phrase sur la même inspiration en disant mais l'entreprise perd de l'argent à cause de vous. Vous voyez, ça c'est une injonction paradoxale. Soit vous avez dépassé toutes nos espérances, soit l'entreprise perd de l'argent à cause de vous, mais les deux dans la même phrase, ça s'appelle une injonction paradoxale. Et ça, le cerveau ne peut pas, ça bloque le cerveau. La personne bascule sur une notion d'injustice, se dit mais je ne comprends pas ce truc-là et en même temps notre truc. Et très rapidement, la personne va s'en vouloir. Son cerveau va finir par détecter non, mais je suis nul, je ne comprends pas ce qu'ils me disent, ça doit être de ma faute. C'est, oui, non, la seule, je n'ai pas compris, la seule explication, c'est qu'en fait, je suis nul. Quoi. Oui, ça doit être ça. Oui, c'est bon. Ça, c'est ce qu'il y a vraiment de plus simple pour le cerveau à faire. Et mon opinion, c'est pas un avis, c'est une opinion, c'est de dire que c'est dégueulasse en fait. Il n'y a pas d'autre terme. C'est vache de faire ça. Les injonctions paradoxales, ça vous bloque le cerveau, vous rajoutez un peu d'émotion, peur, colère, on va tous mourir, encore 40 000 cas cette semaine, et vous bloquez la réflexion des gens. C'est comme ça que ça se passe. C'est des outils d'ingénierie sociale qui sont particulièrement bien élaborés depuis les travaux d'Édouard Bernays, 1916. Je vous invite à regarder le film Propaganda. Vous tapez Édouard Bernays Propaganda sur Dailymotion. Je vous invite à vous intéresser aux travaux de Noam Chomsky. L'injonction paradoxale n'était pas, comment dire encore, lancée au tout début par Édouard Bernays, mais c'est ce qu'on appelle le manufacturing consent, la fabrique du consentement, l'ingénierie sociale. Tout ça, c'est tout un tas d'outils techniques pour bloquer les foules et les diriger dans une direction ou dans une autre. Donc, vous voyez un petit peu, j'avance vite, hein, comme je vous disais, hein, c'est le genre de choses que je fais beaucoup plus lentement en 3-4 heures. Édouard Bernays, Propaganda, 1916, Dailymotion. Vous trouverez la vidéo, qui est une vidéo qui est passée sur Arte, qui fait une 50aine de minutes. Cette vidéo est un outil de base. Il faut absolument que vous ayez vu cette vidéo. Elle est passée à la télé. Ce n'est pas un truc de complotiste du tout.
C'est l'inverse même. C'est un travail d'universitaire. En parallèle, oui, je vous disais tout à l'heure, injonction paradoxale et émotion sur les deux flèches rouges, je dis une bêtise. En fait, j'ai mis sur mon petit diapo la flèche rouge en haut, expérience de conformité de H. Avez-vous déjà entendu parler d'expérience de conformité de H? C'est assez terrible. En fait, l'expérience de conformité de H, vous chercherez des vidéos sur YouTube, vous allez en trouver plein. Grosso modo, c'est ce que l'on appelle la soumission induite. Comment se fabrique un troupeau de moutons en étant méchant, en étant condescendant? Comment est-il possible qu'un groupe de personnes finisse par aller tous dans la même direction? Par pur mimétisme. Donc la première expérience de conformité de H qui a été faite, c'était de dire, encore un H, un neuropsychiatre américain, qui prend des élèves à lui et qui leur dit, je vais vous demander un petit travail d'acteur, nous allons faire une blague à un certain nombre de vos collègues et je vous donne l'information. Je vais vous mettre dans une salle, vous serez devant un écran et vous aurez un bureau devant vous, hein, tous à la même table, et je vais faire passer des images à cet écran et je vais vous poser des questions. À un moment donné, parmi toutes ces questions, il y aura une erreur. Vous allez le détecter, mais vous allez indiquer, comment dire qu'il n'y a pas d'erreur. Et puis, on va voir la réaction de celui qui est parmi vous, que je vais faire venir un peu plus tard, qui, lui, pense que c'est une expérience et qui ignore que vous, chers élèves, vous êtes des acteurs. Donc, il fait venir ses élèves et il leur montre trois bâtonnets. Trois bâtonnets avec des hauteurs différentes. Par exemple, je vais mettre mes trois doigts là, et puis dit, vous voyez la hauteur de ces bâtonnets, je vous en montre un quatrième. Est-ce que vous voyez un bâtonnet qui ressemble à un autre? Alors tout le monde dit, bah oui, ces deux-là ont la même hauteur. Ah, génial. Donc ils font ça avec tout un tas de bâtonnets, et à un moment donné, et lui donne à chaque fois la réponse. Et à un moment donné, donc il repart sur trois bâtonnets, et puis il va montrer un autre bâtonnet qui n'a pas du tout la même taille que les autres. Et les élèves qui sont dans le coup vont dire, ah oui, oui, ça correspond bien toujours à celui-là. Parce qu'ils sont acteurs. Et bien l'élève qui, lui, voit bien qu'il y a une erreur, il se dit, ben non, ils sont trompés. Il voit toute la cohorte de participants qui se plantent, et on s'aperçoit dans l'expérience de conformité de H qu'il y a une proportion, je ne sais plus, on doit être sur du 70-80% des gens qui vont préférer dire une bêtise pourvu que ma bêtise soit conforme à celle que dit le groupe. L'expérience de conformité de H, vous la retrouvez littéralement chez tous les médecins traitants avec qui on sait depuis la nuit des temps que quand il y a une épidémie, mais le truc le plus crétin à faire, c'est de vacciner au beau milieu d'une épidémie. Alors là, c'est très simple, c'est crétin, c'est stupide, c'est idiot. Eh bien, par mimétisme, nous avons eu des cohortes de médecins qui ont dit oui, mais non, en dissonance cognitive, en faisant du marchandage, non, mais c'est un nouveau truc. Là, c'est de l'ARN messager. Là, mon compte double, triple. On a un autre truc. Là, c'est nouveau, on ne l'a jamais fait. Et, voilà. Et puis d'ailleurs, tous mes copains le font. Donnez votre bras, s'il vous plaît. Voilà. Je ressemble au groupe qui se trompe, mais je ne suis pas tout seul, je suis comme dans le groupe. Donc, ça va, on doit quand même avoir un peu raison. Hein. On n'a pas pu se tromper à ce point-là aussi nombreux. Hein. Bah, là, vous êtes en pleine expérience de conformité de H. C'est fou. Hein. Ça donne envie de rigoler, mais tu sais que le rire, Pierre Desproges disait, c'est la politesse du désespoir. Et puis, vous avez une autre expérience qui est la fameuse expérience de Milgram. Pareil, hein, je suppose que vous connaissez, mais tout le monde ne connaît pas l'expérience de Milgram. Milgram, là, ça va être la soumission à l'autorité. C'est un autre psychiatre américain qui, à la suite du fameux procès de Nuremberg, se dit, ces types ont fait des monstruosités. Est-ce que c'était juste parce qu'ils étaient allemands? Est-ce que c'était juste parce qu'ils étaient nazis? Est-ce que c'était juste parce qu'ils étaient programmés? Ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que ce type d'horreur pourrait intervenir avec d'autres populations, dans d'autres situations? Est-ce que c'était juste eux et c'est bon? On va dire que c'est terminé, ou est-ce que ça peut se reproduire? Et donc, il va, pareil, comme son copain H, utiliser des acteurs
un monsieur qui devra apprendre une liste de mots par cœur, et s'il se trompe, il accepte de recevoir une fausse décharge électrique. Sauf que celui qui donnera la fausse décharge électrique pensera que c'est une vraie décharge électrique. Et donc, Milgram est avec sa blouse blanche, il est très impressionnant. Et il dit, si, c'est une expérience, nous devons vérifier qu'il apprend bien et nous faisons des travaux sur la mémoire. Donc, nous utilisons le principe de la douleur. Donc, chaque fois qu'il se trompe, je vous demande de faire une petite décharge électrique pour voir. Et puis, il est là en train de noter des trucs sur des graphiques, des diagrammes. Et le type à côté se dit, ah bon, j'appuie sur le bouton. Ça me dit, non, je dis que ça fait partie de l'expérience, allez-y. Et le monsieur qui appuie sur le bouton, il pense que l'expérience, c'est sur celui qui est en train d'apprendre le texte. En fait, il ignore que l'expérience, c'est sur lui. Et on va s'apercevoir qu'une immense majorité des gens acceptent de faire des horreurs dès lors qu'une autorité au-dessus leur dit « soit je vous couvre, soit je vous demande de le faire ». C'est terrible. Vous retrouverez l'expérience de Milgram dans un vieux film. Ça fait du bien parfois de voir des vieux films. C'est Icône Icare avec Yves Montand. Ouais. Icône Icare avec Yves Montand, vous retrouvez l'expérience de Milgram. On en parlait dans les années 70-80, je sais plus, c'est un vieux film maintenant. Ouais. Et ben là, l'expérience de Milgram, c'est, je ne veux pas charger les médecins, mais ça va être pareil pour moi ou mes collègues infirmières quand on a vacciné des gens dans mon service. Ah ben oui, mais c'est une expérience, d'abord, on n'est pas sûr, hein, au début c'était ça, et puis alors que moi je leur disais que c'était quand même, hein, mais on nous a demandé de le faire, c'est pas nous, c'est le médecin. C'est le médecin qui veut qui a fait la prescription, il veut qu'on vaccine tous les patients. Et puis tiens, d'ailleurs, regarde, les gens le réclament, les gens réclamaient leur vaccin, donnez-moi ma dose. Bon, ben, on a vacciné les gens, quoi. Moi je faisais des bons, je l'ai fait. Je salue comment dire, le courage de certaines de mes collègues qui ont refusé de le faire. Je vous donnerai l'explication pourquoi plus tard, pourquoi moi j'ai fait. Donc j'avance un petit peu et comment dire, quelle heure est-il? On n'est pas trop mal d'un point de vue horaire, on s'entend toujours bien. Ceci n'explique pas tout. Il y a donc les injonctions paradoxales d'un côté, les émotions pour bloquer la réflexion, l'expérience de conformité de l'âge, l'expérience de Milgram. Et vous voyez ces petits triangles rouges qui apparaissent. Ah oui, pardon. Qu'est-ce qui va faire que certaines personnes vont quand même plus facilement monter? Ce qu'on pourrait appeler les caractères forts et les points de basculement. Les caractères forts, on pourrait les positionner parmi certains rebelles. Comment dire, on pourrait les positionner parmi, comment on les appelle aussi, certains rêveurs, c'est-à-dire des personnes qui sont en arborescence et qui passent leur temps à tout analyser. Les caractères forts, bah, globalement, c'est des personnes qui vont à l'encontre des autres et qui aller à l'encontre des autres, ça ne veut pas dire s'opposer aux autres, mais qui ont juste le besoin, le plaisir de se poser des questions, de continuer à se dire j'ai, comment dire, la capacité à réfléchir, c'est un terme, excusez-moi, je suis levé à 4h30, je ne trouve plus mes mots, son esprit critique. Je veux garder mon esprit critique, je pose des questions et je voudrais au moins qu'on me réponde. Et dès lors que les réponses s'appellent « croyez-nous », ben les esprits forts vont dire bah non, non, je veux savoir, je ne veux pas être dans la croyance, je veux être sage. Et les points de basculement, c'est Idriss Aberkan qui en parle. Je vous invite à voir la vidéo Idriss Aberkan avec André Berkoff, la dernière fois qu'il est passé sur la manipulation des foules. Moi, ce que je résume là, c'est du petit niveau par rapport à Idriss Aberkan. C'est beaucoup plus. On est rendu loin. Et lui parle des points de basculement, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un certain nombre d'individus dans une population qui finissent par atteindre cette zone verte là, eh bien, on peut commencer à faire basculer le reste du groupe. Mais il faut être un nombre minimum. Parce qu'il va y avoir du H
l'expérience de conformité de H, je veux faire comme les autres, vers les caractères forts, tout simplement. Revenons sur cette Bon, petite Eric, mais zone. du coup, ça t'embête si j'interviens ou pas? Ah, je voudrais juste terminer ça. Ouais, J'ai je t'en prie. presque fini et après on bombarde. Allez-y avec vos questions. Il y a quelque chose que vous devez savoir aussi. On en parle beaucoup en analyse transactionnelle. C'est ce qu'on appelle le triangle de Karpman ou le triangle de la discorde. Il y a une méthodologie pour comprendre comment se fabrique une dispute. Et lorsqu'on comprend comment se fabrique cette dispute, on peut avoir 5 à 10 minutes d'avance sur une dispute. C'est pas mal. Alors, je vais vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Triangle de Karpman, il faut bien imaginer qu'il y a 3 personnages qui ne sont pas spécialement le père, la mère, le fils. Ça peut très bien être 2 personnes. Il y a 3 personnages, le persécuteur, la victime, le sauveteur. Imaginez, on va se mettre sur l'hémisphère droit, imaginez que vous êtes dans un théâtre. Et sur ce théâtre, dans ce théâtre, il y a une pièce de théâtre, vous êtes assis dans le public. Et donc sur scène, vous avez des acteurs qui chacun ont un rôle à jouer. Et la pièce se passe. Imaginez maintenant que la pièce de théâtre est terminée, le théâtre est vide, tout le monde est parti, et un peu en imaginant, comme dans un rêve, vous êtes sur scène, et au lieu d'avoir un seul rôle à jouer, vous avez 3 rôles qui s'offrent à vous, que vous allez prendre alternativement de façon inconsciente. Par moment, vous serez persécuteur, par moment, vous serez sauveteur, par moment, vous serez victime, et c'est la même chose pour votre interlocuteur. Eh bien, vous allez basculer dans une dispute. Je suis obligé de ressortir ici, et de vous montrer, je vais grossir au maximum, que vous puissiez bien voir, on va faire comme ça. Imaginez un papa, imaginez une maman qui dit à son fiston, je t'ai acheté un jean, le pantalon que tu voulais, il est magnifique, mon fils, tu vas être le plus beau. Et le gamin de 17 ans regarde le jean que sa mère lui a offert et il dit, ah, c'est nul, c'est pourri, j'ai horreur de ces pantalons-là. La mère lui dit, attends, c'est celui que tu m'as montré, celui que tu voulais avec ton acteur préféré, on l'a vu l'autre jour. Non, ça c'était il y a 6 mois. Là, tout le monde se moque de moi. Et le gamin se met à crier sur sa mère. Puis sa crise d'adolescence. Le père arrive dans la pièce, il ne comprend même pas, il ne sait même pas de quoi il parle. Il voit juste son fiston en train d'hurler sur sa mère. Et il va lui dire, je t'interdis de parler comme ça à ta mère, je te punis, tu montes dans ta chambre, c'est insupportable. Le gamin va dans sa chambre, il pleurniche, il monte les marches, il chouine, et il se dit, c'est vrai, quoi, t'achètes, on m'achète des pantalons nuls, etc. Il est privé de repas, sa maman va le voir un petit peu plus tard, elle lui apporte des petits biscuits, un petit sandwich, mais mon bébé, etc. Bon, j'irai le changer, écoute, tout va bien. Et la maman redescend, elle voit son mari dans le salon, elle lui dit, t'es trop dur avec lui, c'est un gamin, c'est un ado, t'as jamais été un ado, toi. Et le mari va dire, écoute, je ne comprends pas, je ne sais pas, je n'ai pas compris votre histoire, mais il n'a pas à te hurler comme ça. C'est trop dur avec lui, tu es tout le temps en train de le punir, pauvre gosse, etc. Bon, bah, là-dessus, le mari se lève et il va discuter avec sa perceuse dans le garage. Et bien ça s'appelle un triangle de Karpman, sur un petit exemple domestique crétin, l'histoire d'un jean dans une famille. Si on reprend les choses, la mère, elle rentre en sauveteur, c'est-à-dire que elle veut rentrer pour sauver son fils, parce qu'elle veut qu'il soit le plus beau. Le fiston, lui, regardez bien, lui, il va rentrer dans le triangle en victime. Ah, qu'est-ce que c'est que ce pantalon? Il est monstrueux. La maman va insister et va dire, mais mon petit, c'est pour que tu sois le plus beau. Et le petit, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, très vite, il va basculer, il va changer de personnage et il va être persécuteur. Il va dire à sa mère, c'est nul, j'en ai marre, et il va crier sur sa mère. On est d'accord? Qui est en bleu. Le père, lui, il va rentrer en scène en sauveteur, parce que lui, il veut sauver sa femme. Et très vite, le sauveteur, il va basculer
Eh ben, vous l'avez deviné, en persécuteur. Il va persécuter son fils, c'est-à-dire qu'il va le punir. Le fiston, une fois qu'il est puni, redevient victime. Il retourne dans sa chambre en pleurnichant, en chouinant, et sa maman va revenir le sauver à nouveau. Je décompose vraiment, mais pour vous dire, je suis un peu gnangnan, un peu scolaire. Et dès qu'elle a fini de sauver son fils, cette maman, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle va On ne persécuter. touche pas à son bébé. Elle va persécuter son mari. T'es trop dur avec lui. Le mari qui était rentré sauveteur pour sauver sa femme, qui persécutait son fils, mais lui aussi devient victime. Pourquoi? Parce qu'il va dire à sa femme, mais moi, ça me fait quelque chose quand je rentre et que je le vois te hurler dessus comme ça. Peut-être ça lui rappelle des trucs de son enfance, j'en sais rien. Et son épouse va lui dire, oui, c'est pour une raison de vouloir me sauver, c'est mon bébé, c'est plus fort que tout. Ah, attendez, excusez-moi, je fais une petite erreur de couleur. La maman va insister en tant que persécuteur et le mari finira par ressortir pour aller discuter avec sa perceuse. Eh bien, quand on voit un petit bazar comme ça sur une simple histoire de jean, à un moment donné, on voit toutes ces flèches et on peut finir par se dire « je ne comprends plus rien, moi, ces histoires. » C'est très compliqué de se remémoriser une dispute. Alors, Luc me comprendra parce qu'il est comme moi d'obédience masculine. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous allez croire que je vous attaque, c'est tout l'inverse. Nous, les garçons, nous n'avons pas le data center, la mémorisation des vieux dossiers. Une femme a la capacité de mémoriser pour toute sa vie un vieux dossier en disant tu te rappelles ce jour-là? Oui, je me rappelle très très bien. On était arrivé chez eux, il pleuvait, on n'avait pas pris la bonne voiture. Enfin bref, je me rappelle très bien ce qu'elle nous avait fait en entrée. À un moment donné, elle me dit ça. Moi, je lui réponds ça. Et l'autre, elle me fait ça. Qu'est-ce que je lui ai dit? Alors là, le mari dit qu'est-ce que tu lui as dit? Dis donc, le mari, il est complètement paumé, il ne se rappelle plus du tout de l'histoire. Et l'épouse dit non, mais laisse tomber. Moi, je sais ce que je lui ai dit. Hein. Et je lui ai dit ça, je lui ai dit ça. Ça, c'était il y a 5 ans. Et bien là, on est retourné, elle m'a refait le même coup. Évidemment, toi, tu n'as rien vu. Et le mari va dire et ils sont repartis dans un triangle du Cartman tous les deux parce qu'ils sortent les dossiers dans la voiture en rentrant à la maison après le repas chez machin truc. Mais c'est parce que nous, les gars, on n'a pas la mémorisation pour les trucs comme ça. Mais vous, mesdames, vous avez la capacité de mémoriser tous les échanges. C'est pour ça qu'on se marie aussi, hein, parce que sans ça, on serait paumés sans vous. Moi, j'assume très très bien. Simplement, même si vous avez cette mémorisation folle que nous, on n'a pas, on regarde toutes les flèches qui vont dans tous les sens uniquement pour une histoire de Chine. Vous imaginez ce que ça peut donner dans une famille, un problème de mariage, d'héritage, de décès ou de vacances. C'est extrêmement problématique. Eh bien, ça peut donner des choses, excusez-moi, ça peut donner des choses tout à fait spectaculaires. Et bien là, on est face à des triangles de Cartman qui sont là, quoi, qui sont à cette zone-là. On a tous envie de sauver quelqu'un, soit du Covid, soit le sauver des vaccins, soit le sauver des effets secondaires, soit le sauver de ceci, cela. Mais un sauveteur, dire c'est sympa, c'est quelqu'un qui veut sauver. Ah ouais, mais le sauveteur, il a besoin d'une victime. Et la personne qui est en face de vous, elle n'a peut-être pas envie d'être victime. Je vous donne un autre exemple pour bien visualiser la problématique. Vous avez un couple d'amis qui vient chez vous. Ça se passe super bien, tout le monde est content de se retrouver. Et ce couple d'amis finit par dire « Et vous savez quoi? Nous, on a changé de chauffage. On a changé de chauffage. On a un truc maintenant et ça fait ça, on est super content. » Alors vous écoutez, dis donc c'est chouette, dis donc c'est pas mal, dis donc attention, on discute. Et puis à un moment donné, votre ami finit par vous dire « Réfléchis, tu devrais essayer. Tu auras du crédit d'impôt, la chaleur sera comme si, tu vas baisser tes coûts, et c'est formidable, et c'est formidable. » Et la personne veut vous sauver en vous faisant changer de chauffage également. Sauf que vous n'avez peut-être pas prévu de changer de chauffage. Vous avez peut-être envie d'acheter un camping-car, poser une véranda ou faire un grand voyage. C'est sympa. Et la conversation va durer 15, 20, 30, 40 minutes. La personne veut vous sauver. Elle a donc besoin que vous disiez. Alors au début, on écoute poliment. Et oui,
Allez, ouais, c'est sûr. Ouais. Rien à foutre, cette histoire de chauffage. Ça se termine dans la voiture. Hein. Après, tu as vu, vous fouchez, on parle tout le temps dans le restaurant, on a pas envie. Si vous êtes avec un ami vraiment proche, votre frère et sœur, quelqu'un de votre famille, quelqu'un avec qui vous avez fait les 400 coups, à un moment donné, vous êtes en capacité de lui dire écoute, t'es sympa, mais tu commences à nous saouler avec ton histoire de chauffage, on est très content pour toi, on pourrait te parler d'autre chose, moi je te dis que je vais parler de chauffage. Et bien à ce moment-là, vous avez refusé d'être la victime. Et vous avez un petit peu persécuté l'autre. En lui disant, tu te saoules avec ton chauffage, on est content, mais vas-y, il faut passer la soirée sur ton chauffage, je ne vais pas changer mon chauffage comme ça. Et bien l'autre, quand il rentrera dans sa voiture avec son épouse, il dira, ouais, t'as vu, hein, je sais pas qu'on a proposé quelque chose, non, pourtant c'était quand même une bonne idée, puis j'étais sympa ce coup-ci, j'ai pas été trop fort. Hein. Non, mais ils veulent pas de... Et ça y est, ça dévisse. Petit triangle de Karpman, basique. Mais ça, c'est ce que nous, on pratique quand on veut sauver nos amis, quand on veut sauver les personnes. Moi, j'avais une amie qui était donc enceinte et qui me dit, premier trimestre, ou fin de premier trimestre, je crois, j'hésite pour la vaccination, j'hésite pour la vaccination. Je lui dis, écoute, prends le temps. Alors, elle était, suite à des petites difficultés, elle était en arrêt de maternité. Je lui dis, écoute, tu n'es juste pas au travail, tu es juste en arrêt mater, tu as juste un truc à faire, hein, c'est regarder ton ventre grossir et faire courir ton mari pour qu'il aille te chercher des fraises. C'est tout ce que tu as à faire. Mais si je lui balance de façon trop forte et trop puissante qu'il y a un risque énorme, elle peut me croire, elle peut ne pas me croire. Et je risque de la perdre parce que je ne veux pas lui faire peur comme ça. Je lui ai simplement indiqué, non pas de m'écouter moi, parce que je ne suis pas expert, je ne suis qu'un infirmier, soit dit en passant, c'est déjà pas mal, c'est peut-être trop pour moi, et je lui dis, écoute, je vais t'envoyer une vidéo et tu vas écouter une dame qui est spécialiste de biostatistique, qui s'appelle Christine Coton. Et son métier, c'est de traduire les Centers Design Control, les comptes rendus. Et puis tu vas l'écouter à la 42e minute, et à un moment donné, elle va te dire ce que les CDC américains ont expliqué sur les femmes enceintes. Et puis tu te feras ton avis par toi-même. Et surtout, tu te diras, cette dame est complètement... ou peut-être elle tient la route. Et après, tu choisiras par toi-même si tu prends le risque ou pas. Je lui ai dit, tu sais, une femme enceinte, c'est pas compliqué. C'est une reine. On la laisse tranquille. Et on court lui chercher ses fraises. Je l'ai fait 3 fois. Elle a regardé la vidéo, elle m'a renvoyé un petit SMS et elle m'a dit, ouais, non, c'est bon. En plus, là, je suis à la maison, je travaille pas, je fais pas ça. Et après, j'ai rééchangé au téléphone avec elle. C'est terrible ce que les femmes enceintes ont subi comme pression de la part de psychologues et de la part de sages-femmes, qui sont pourtant des références. J'ai dit de psychologues, de gynécologues et de sages-femmes. C'est terrible. Parce que ces gens-là étaient en expérience de conformité de H, Milgram, etc. Donc, moi, je veux sauver ma collègue, mais j'y vais tout doucement pour la sauver. Sinon, je peux la perdre trop facilement. Je peux lui fabriquer de la peur. C'est un exemple facile. Hein. Je n'ai pas réussi à convaincre tout le monde. D'ailleurs, je n'ai convaincu personne. J'ai donné des informations avec des sources chiffrées et j'ai laissé les gens faire leur chemin. Et elle, du coup, elle a fait un petit deuil qui s'appelait « Je fais le deuil de ma vaccination pendant ma grossesse, puisqu'en plus, je suis tranquille à la maison ». Ce qui n'est pas le cas de toutes les soignantes. Les soignantes qui ont été obligées de se vacciner enceintes pendant l'exercice de leur fonction. Je m'arrête là, je vous laisse poser vos questions. On est parti. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Non. Et que le son est passé et que vous m'entendez. Alors, avant tout, un grand merci pour toi, pour cet exposé clair, précis, dense, fourni, mais qui va nous faire réfléchir, c'est certain. Merci beaucoup, Eric. Alors, l'idée, c'était de merci beaucoup. Et l'idée, c'était peut-être un peu de décaler votre temps, parce qu'après, on peut me dire, mais comment on peut faire pour convaincre des gens autour de nous? Mais vous avez peut-être d'autres questions, notamment des questions sur certains éléments
Parce que là, je l'ai fait à marche forcée. Hein. Comme ça, si on veut vraiment prendre son temps, on est sur 2-3 heures. Aux Olivier, Bah, écoute, c'est vrai que quand tu parlais de vouloir convaincre les gens, ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois qu'on essaye de justement convaincre des citoyens de nous rejoindre, comme on dit. Et on s'aperçoit que ça ne marche pas et que parfois même on s'expose à des réactions hyper violentes. Et là, avec ton explication, on comprend effectivement le pourquoi. Alors, ça n'apporte pas forcément une solution comme ça, mais ça donne au moins une explication de qu'est-ce qui fait qu'on se prend tout le temps des râteaux plus ou moins violents. Et, et en fait, c'est très important ce que tu dis, c'est déjà d'identifier, mais alors voilà pourquoi tant de personnes m'ont tourné le dos, parce que moi, évidemment, que ça m'est arrivé également, parce que par moment, j'ai besoin de balancer les choses. En fait, on ne pourra pas convaincre la foule, et il faut qu'on fasse le deuil de convaincre la foule. La foule va se convaincre par elle-même, par capillarité, petit à petit. Il vaut mieux chercher à convaincre 2, 3 personnes, mettons 2 personnes, et à chaque fois en se donnant un mois. Pour certains, on va être surpris, ça va se faire en 2, 3, 4 jours, et pour d'autres, ça va demander un mois. Mais sur les un mois, évidemment qu'on ne va pas y aller tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parce que si on y va trop fort, on se transforme en sauveteur et on finit par notre interlocuteur nous voit arriver, il se dit ça et il va encore me relancer le sujet, etc. Euh, il vaut mieux intervenir auprès de personnes dont on connaît, comment dire, des passions pour parfois les mathématiques. Quelqu'un qui aime les mathématiques, on va lui dire c'est intéressant, il faudrait qu'on discute un petit peu, tu pourrais m'expliquer les différences entre le taux de morbidité et le taux de létalité. Enfin, vous le savez probablement ou peut-être pas, mais si les gens, dès le début, avaient su faire la distinction entre le taux de létalité et le taux de morbidité, mais dès le début, ils se seraient dit, mais en fait, la quantité de morts est ridicule, toujours trop importante, mais infinitésimale. Et ils ont tout fait pour que les gens ignorent la différence entre le taux de létalité et le taux de morbidité. C'est Christian Touviana qui avait expliqué ça dès le début. Et ben, un copain matheux, je vais aborder le sujet avec lui sur le taux de létalité, le taux de morbidité, parce que lui, c'est des taux, c'est des chiffres, etc. Quelqu'un qui est un peu plus branché sur l'histoire, je vais l'aborder davantage sur l'histoire des vaccinations et comment est-ce qu'on faisait des vaccinations dans le temps et pourquoi est-ce qu'elles étaient en dehors des épidémies. Pour à chaque fois faire ressortir des évidences, mais qu'on partagera, qu'on sera d'accord sur des choses authentiques, vérifiables. L'erreur, c'est de dire à nous, tu dois me croire. Non, 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 il ne faut surtout pas que tu me crois. Il faut que tu ailles faire ton intermédiaire pour toi-même. Il faut que tu ailles faire tes propres vérifications. Je parle un peu moins fort parce que les filles se couchent. Oui, je parle moins fort. Là, comme je vous ai tout balancé le paquet en une fois, c'est pas non plus évident d'avoir des questions qui viennent comme ça. Ouais. Est-ce que, Christelle, tu as vu des souvenirs, des phases vécues? J'ai pas ton prénom à iPad. C'est Frédéric. Frédéric, excuse-moi, Frédéric. Ouais, je voulais dire que J'ai vu par moments que tu pensais à des choses. j'avais vas-y. forcément voilà, toutes les notions voilà, bien calées. J'en avais quelques-unes. Moi, je suis voilà, plus que soignante assimilée, mais par contre, une ancienne enseignante, quoi. Voilà. Et je vais te dire que j'en ai cherché des moyens d'aller toucher notamment les amis par plein de biais différents, tu vois, en faisant une petite vidéo au moment de la suspension, en envoyant des petits messages, des réinfos, sur des dîners qu'on a partagés, ou la dernière fois en date voilà, du mois de décembre, du coup à l'approche de la 3e dose, où voilà, j'ai essayé de balancer un peu des questions ouvertes et de leur dire que
c'était possible voilà, d'apporter des informations s'ils le souhaitaient, et de telle sorte à ce qu'ils puissent faire leur choix de façon éclairée, bien insister là-dessus, en fait, que c'était important que ce soit leur choix à eux, quoi, et que, voilà, certes, je faisais un peu office d'électron libre, voilà, en ayant, moi, choisi de ne pas suivre une obligation vaccinale qui m'avait été imposée, mais qu'au bout du compte, il ne fallait pas non plus qu'ils se sentent, eux, imposés. Et pour autant, j'ai l'impression de me prendre des gamelles à chaque fois, quoi. Bon, alors, seul motif de satisfaction, mon mari n'a pas fait sa 3e dose, donc c'est peut-être la cible la plus importante qui est voilà, préservée. Mais... Alors, quand on aborde les personnes avec une vérité, on peut avoir tendance, c'est un de mes défauts, à faire une sorte de cours, d'expliquer, de donner de l'argumentation très précise. Directement, on bascule le cerveau sur l'hémisphère droit, gauche, réflexion, réflexion, réflexion. Et d'emblée, c'est chiant. En fait, tu vois, la dernière fois, justement, je me suis méfiée de ça. Et je me suis dit, je m'adresse à eux vraiment, justement, davantage sur les émotions et en leur disant, voilà, je suis inquiète, en fait. Je suis inquiète de voir ce qui se passe au loin, mais je le suis encore plus dès lors que ça touche des personnes, en fait, qui me sont proches, en fait. Sachant que tu es authentique, hein, tu es réellement inquiète. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça que j'ai essayé de faire transparaître. Et j'ai ressenti, en fait, qu'ils percevaient effectivement cette émotion-là. Du coup, c'est difficile à dire jusqu'à quel point on arrive à les toucher ou pas. Pour certaines personnes, c'est un bon outil parce qu'il y a des gens qui te connaissent, qui savent que tu es crédible et qui se disent, mince, si elle est inquiète, il faudrait peut-être que je m'inquiète. Pour certaines personnes, ça va fonctionner. Ce qui va pas mal aider aussi, c'est de raconter une anecdote. Une anecdote, tu embarques la personne sur de l'imaginaire, et dans une anecdote, tu as toujours début, milieu, fin. Je te raconte un truc, et puis c'est passé ci, et puis c'est passé ça, et l'autre en face écoute, ah ouais, alors, et la personne en face attend la chute. Ah, d'accord, ah bah oui, donc c'est fou. Ils attendent ça dans une anecdote. Et moi, mes anecdotes, alors, j'ai peut-être du bol, j'ai été un témoin direct sur l'ivermectine. Au tout début, j'avais fait une vidéo là-dessus. C'est un copain que j'ai appelé pour avoir de l'hydroxychloroquine, qui est anesthésiste réanimateur, un copain, vraiment quelqu'un c'est quelqu'un qui a fait la guerre du Liban. C'est un sacré gars, quoi. Et lui, il me dit, mais non, laisse tomber l'hydroxychloroquine, c'est formidable, mais il y a mieux, c'est l'ivermectine. Qu'est-ce que c'est que ce truc d'ivermectine? C'est lui qui. Alors là, je suis passé de j'ignore que j'ignore à je sais que j'ignore. C'est un antiparasitaire, etc. Je dis, un antiparasitaire sur un virus, de quoi tu parles? Je te dis que. Et il m'a tout balancé, le blog de Gérard Mondru. J'ai été voir les vidéos de Pierre Cory, etc. Et puis j'ai pu détecter qu'il y avait des protocoles et des études randomisées double-multicite faites notamment en Argentine. Et je me suis dit, ben moi, je n'ai pas fait de doctorat. Je ne sais pas lire une étude randomisée double-aveugle, est-ce que c'est du faux, l'intox, etc. Bon, c'est pas grave, j'imprime les feuilles. Et j'ai été voir un médecin avec qui je travaillais. Et je lui ai dit, c'est faux ou il m'a dit, l'ivermectine. Bah, c'était en septembre 2020. Et il m'a dit, bah, moi j'en donnais aux enfants en République dominicaine, parce que c'est un gars qui avait pas mal bourlingué. Ouais, enfin, c'est bizarre quand même l'ivermectine sur le Covid. Je lui dis, c'est des vraies études ou c'est des fausses études? C'est de l'intox ou pas? Et du coup, je vais regarder. Et là, il était dans j'ignore que j'ignore. Je l'ai balancé en je sais que j'ignore étape 2. Il est revenu 2-3 jours plus tard. Il était en je sais que je sais. Et il m'a dit, mais c'est bien emmerdant ton truc là. Parce que ouais, ça tient sacrément bien la route, tes études là. D'ailleurs, j'ai été en trouver d'autres, etc. Ça change beaucoup de choses. Est arrivé ce qui devait arriver. Une patiente, 94 ans, 36 kilos, un cœur avec une fraction d'éjection en vrac, un système circulatoire catastrophique, tous les principaux organes, enfin vraiment la personne qui a tous les facteurs de comorbidité. Elle se chope, 94 ans, elle se chope le Covid. Là, c'est
a priori, surtout dans le service où j'étais, insuffisant rénochronique, Ouais. c'est les taux de létalité les plus élevés. Hein. Et puis aussi, là, pour le coup, tout le monde est d'accord. Et je lui dis alors, qu'est-ce que déjà la première, tu la fermes. Je lui dis, ben, laisse tomber, c'est déjà fait. Ordonnance que moi j'appelle ordonnance sous le manteau. Qu'est-ce qu'une ordonnance sous le manteau? C'est rien d'autre qu'une simple prescription médicale écrite à la main avec un beau vieil ordonnancier à la main qu'on attrape au fond du tiroir quand l'imprimante est en panne. Donc il a tout simplement, il est passé un peu plus sous les radars plutôt que tout faire sur le dossier électronique informatique de la personne. Et puis ça s'est arrêté. Et quand je raconte cette, puis après on en a eu d'autres. Hein. Et donc vous saviez, moi je suis un témoin direct de ça. Eh bien, étant témoin direct de ça, je peux vous raconter, c'est ma vérité. Bon, déjà, c'est pas scientifique, c'est de l'observationnel, c'est du témoignage. Mais carrément, tout à fait. Et puis, on ne croit pas, c'est pas dit ça. Mais carrément, simplement, ce que j'explique pour la chute de mon méthode, c'est de dire que moi, j'ai rempli un document CERFA 11527, Astérix 3, qui est une déclaration de témoignage et qui servira un jour dans un tribunal parce que j'ai été témoin de guérisons qui ne sont pas du tout des guérisons miraculeuses, qui sont des guérisons techniques de médecins qui ont soigné. Moi, j'avais toujours réclamé qu'une seule chose, foutons la paix aux médecins et laissons-les prescrire. Je ne demande rien d'autre. C'était quand même pas compliqué. Laissez les médecins prescrire. Et j'ai même dit ça à mon médecin traitant, qui était un petit peu joyeux, tout en se disant, c'est vrai que moi, j'ai donné un petit peu du crâne. Mais oui, et mon médecin traitant, je lui ai bien fait comprendre que moi, j'en suis pas au stade de mon garçon, tu me crois pas. Non. Quand tu remplis une déclaration de témoignage, tu es obligé de prendre un stylo et d'écrire à la main, si je mens, je m'expose à 25 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Donc maintenant, je vais écrire mon témoignage et je peux vous dire, les gars, c'est que mon témoignage, il est plutôt véridique et il est plutôt vérifiable. Et je vais mettre mon numéro de carte d'identité et c'est une déclaration de témoignage, quoi. Et ça va partir au premier avocat qui va m'appeler, qui en aura besoin. Et j'en ai, heureusement, suffisamment à ce sujet autour de moi. Et voilà. Et s'il le faut, un procureur m'appellera, l'anonymat des patients sera respecté, soit dit en passant, et je témoignerai. Du coup, j'ai une anecdote et j'ai une chute. C'est un témoignage sur un sujet très précis. Et je dis bien, j'ai un peu trop de cuidance de dire même à la personne, de toute façon, tu me crois pas, je m'en fous. Moi, j'ai préparé mes documents, c'est le procureur. Hein. Et moi, c'est 25 000 € d'amende si je te raconte des bobards. Bon, c'est pas toi que je les paierai. Je vais plutôt dire la vérité. Et je blinde mon truc. Eh bien, de l'hémisphère droit sur du pur imaginaire, je vais laisser partir la personne sur de l'hémisphère gauche rationnel, mais je vais m'arrêter là sur mon anecdote. Je pars parce qu'on a covoituré, j'avais 20 minutes. Blablacar, c'est génial pour ça. Blablacar, vous avez une pauvre victime que vous allez travailler pendant 2-3 heures, mais pour vous entraîner, pour vous faire la main. Mais il faut avoir, vous avez vu le temps que ça m'a pris, cette petite anecdote, c'est 4-5 minutes, c'est long, hein. On ne les a pas toujours. Hein. On cible quelqu'un et on lui donne une anecdote. Ça peut être celle-là. Moi, je vous la donne, vous pouvez raconter mon anecdote en disant que vous connaissez un mec qui s'appelle Eric, qui est infirmier, et voilà ce qu'il raconte. Mais vous pouvez, vous avez forcément des anecdotes authentiques à raconter. Et il faut donner les moyens à la personne de vérifier. Et puis dire, on en reparlera dans une semaine. C'est beaucoup plus facile de reparler d'une anecdote avec quelqu'un 2, 3, 4, 5 jours plus tard, quelqu'un qui vous dira à propos de ton truc, tu disais ça l'autre jour, j'ai été vérifié, vous dites donc, vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que je t'apporte de la connaissance, t'as vu que j'avais raison. Vous voyez ce que je veux dire? Apporter de la connaissance, direct, c'est le syndrome du kéké, quoi. Alors, t'as vu? Et puis, c'est trop rationnel. Et puis surtout, c'est vitriolique, quoi. C'est trop fort. Mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué, comme tu disais, Christelle.
il faut viser assez peu de monde pour voir. D'autant plus ce qui a fait beaucoup de tort, c'est qu'en fait, à partir du moment où s'est posée voilà, l'obligation vaccinale et même dès le pass sanitaire, en fait, dès lors qu'on ne faisait pas le choix de la majorité et qu'il y a eu cette stigmatisation d'être anti-vax, en fait, Ouais. du coup, il n'y avait pas de bon sens qui pouvait sortir de notre bouche, quoi. Et donc, c'est presque plus voilà, des amis ou des connaissances ou la famille qui se sont détournés, en fait. Parce que du coup, on nous enlevait en quelque sorte Voilà. l'explication de notre choix, en fait. C'était plus Et- crédible puisqu'on était des anti-vax. Et quelque part, moi, j'ai encore un petit avantage, c'est que sur la première vidéo que j'ai faite, le 14 juillet, après le discours du 12 juillet, là, je n'ai pas compris YouTube parce qu'ils m'ont censuré les 3 d'après, mais la meilleure vidéo, ils ne peuvent pas censurer. Je commence ma vidéo en disant que moi, j'ai vacciné comme un fou. Alors, comme un fou. Moi, j'ai vacciné des stades entiers. Sur 30 ans, je ne dis pas ce que j'ai pu vacciner. Quel cochon. Et à tel point que j'ai vraiment vacciné, moi, de façon à ce qu'on ne fasse pas ce procès d'anti-vax. Parce que sans ça, on bascule sur des sujets clivants, les gentils, les méchants. Et dès lors que les gens mettent les gentils, les méchants, directement, ils disent « je suis la victime, tu es le persécuteur ». Et ils te descendent en triangle de Cartman. Ce que j'ai oublié de vous dire d'ailleurs sur le triangle de Cartman, persécuteur, victime, sauveteur, c'est que quand on le connaît, on voit le truc avancer. Quand on le connaît, on peut plus facilement pardonner en disant « ouais, j'ai persécuté parce que je me sentais blessé, mais en fait, c'était ta façon de me dire les choses, ici et ça ». Mais la seule façon de sortir d'un triangle de Cartman, c'est l'approche factuelle. Appelons un chat un chat. Est-ce que tu vois bien la même chose que moi? Et pour ça, la meilleure des approches factuelles, c'est les chiffres officiels ou les documents officiels. Moi, quand j'ai dit ils sont en train de fabriquer une fausse épidémie de cas, alors qu'il y avait une vraie épidémie de SARS-CoV-2 et une fausse épidémie de cas, alors que c'est vrai, c'est beaucoup trop puissant. Par contre, si j'ai le temps d'expliquer le cyclage des tests PCR à 35-40, que les gens comprennent qu'avec des cyclages PCR à 20-25, c'est déjà pas un petit diagnostic. Moi, je veux que le médecin fasse son diagnostic clinique, si besoin biologique, et éventuellement radiologique. Toujours son médecin prescrire. On a chanté le médecin, on t'écouvre le pif, et on te fait un cyclage 35-40. Tu m'étonnes qu'il y ait une explosion de cas. Comment ça, un cyclage 35-40? Eh bien, je vais sortir le courrier de l'HAS de septembre 2021. Qu'est-ce que je dis comme bêtise? De septembre Non, 2020. 2020, où l'HAS indique au laboratoire, nous vous demandons de cycler à 35-40. J'utilise un document officiel, donc vérifiable, avec du chiffre. Évidemment, je choisis mon interlocuteur. Je ne vais pas aller dire ça à n'importe qui. À quelqu'un qui s'en fout. Mais je sors ça à certaines collègues infirmières, à des médecins, parce que je sais que ça va les faire réfléchir. C'est vrai. Ah, si tu cycles tout le monde à 35-40, c'est sûr que il va y en avoir des cas positifs. Et systématiquement, tous les médecins qui disaient Madame elle est positive, il faut sortir l'armure de Dark Vador là, pour se protéger. Je leur disais d'accord, super, elle est positive. Elle est cyclée à combien? Ça, le laboratoire ne me dit pas. Oui, parce qu'elle est en train de faire un basket dans le couloir là quand même. Hein. Donc je veux qu'elle soit positive, mais enfin, peut-être un peu de feu, quoi. Enfin, on va tout faire, on va se mettre en Dark Vador, il n'y a pas de problème. Mais c'est sûr de votre coup, parce que oui, est-ce qu'il y a de la fièvre, est-ce que ça, quoi. Le nombre de cas positifs, ça ne veut rien dire. Une épidémie, depuis des temps, on sait que c'est les malades et les décès. Et on voit bien s'il y a de plus en plus de malades, plus en plus de décès, moins de malades, moins de décès. C'est comme ça que ça chiffre une épidémie. Pas un cas positif qui, du coup, n'ayant pas de symptômes, quelqu'un qui n'a pas de symptômes, c'est quelqu'un qui va bien. Quelqu'un qui va bien, c'est très chiant, on ne peut pas le dire comme ça. On va faire un terme qui fait peur, asymptomatique. C'est une nouvelle maladie, les asymptomatiques. Et qui sont contents et qui vont bien, on va les appeler les asymptomatiques. Et puis on publie tout ça.
Donc l'approche factuelle, quoi. L'approche factuelle pour sortir du triangle de Cartman et prendre du temps. On ne peut pas réveiller un comateux avec un seau d'eau froide. On ne peut pas convaincre les gens en 5-10 minutes, 1 heure. Il faut se donner 15 jours, 3 semaines, 1 mois. D'où le fait qu'il faut choisir ses cibles. Et là, il y a une approche militante. Malheureusement, on est à 2 doigts de la politique. Il y a une approche militante. Soit j'essaye de convaincre toute la foule autour de moi, soit je choisis des gens qui ont l'influence, tout simplement. Des présidents d'associations, des gens qui sont reconnus, et eux, je vais débosser les fameux, ce que l'on voit là sur les fameux caractères forts. Là, c'est plus compliqué. Ouais, tu donnes 1 mois. Il y a un caractère fort qui se trompe, il a horreur de passer pour un idiot. Mais on y va doucement, parce que c'est un caractère fort. On choisit le mâle alpha, le grand-père de la famille qui refuse que ses petits-enfants viennent à Noël s'ils ne sont pas vaccinés, et ça va prendre du temps. Et ça va prendre du temps. Donc on lui présente ce qu'ont fait les Israéliens, ce qu'ont fait je sais pas, les Anglais, etc., etc. Et des chiffres, des chiffres, des chiffres, des chiffres, des chiffres. Et c'est bon, et c'est bon, et c'est bon. Ouais. Juste, Eric, il y a Myrta qui a mis un petit post. Il y a des moments de colère. Oui. Je ne sais pas si tu as vu sur le chat, Myrta nous a mis un petit mot, et je ne sais pas si Frédéric, toi, tu le vois, le chat. Non, je ne vois pas. Comme tu es sur l'iPad. Alors, discussion. Tu veux en parler, Myrta, du coup? Tu ouvres ton micro. Alors. Ouais. Oui, j'ai mis. Merci, bah oui. Eric. Oui, j'ai mis un petit mot, ça ne m'appartient pas, mais c'est de. Peut-être tu connais. De Thomas Ossembourg qui dit il y a une petite vidéo très sympa qui dit que l'intelligence des 2 cœurs, c'est plutôt d'essayer de se rapprocher au lieu de vouloir convaincre l'autre. Personne n'a envie d'être un convaincu. Et aussi j'ai vu un film, ma meilleure amie est psy, et j'ai vu un film, ça fait longtemps, je l'ai vu 2 fois, où ça s'explique très bien, le triangle de Karman. C'est 8 mai avec Gérard Junior, et que je m'en sers aussi, comme je suis sophrologue, je m'en sers un petit peu aussi ces notions pour travailler et sortir justement de ces 3 rôles, on va dire, qu'on peut incarner tout au long d'une journée nous-mêmes, en envoyant à l'autre sa responsabilité. Le triangle de Karpman est quelque chose de naturel. Il y a des endroits spécialement étudiés pour le triangle de Karpman. Ça s'appelle par exemple les associations de parents d'élèves. Quiconque est allé en association de parents d'élèves a vu obligatoirement, au bout de 5 minutes ou au bout de 15 jours, des engueulades son nom. C'est parce que c'est comme ça, c'est quelque chose de naturel. Et je connais le film avec Gérard Jugnot, Oui, mais tu as raison, c'est un excellent film, c'est doux, c'est gentil, et c'est très drôle. Et c'est un des rares films que je connaisse où l'acteur, par moment, s'adresse au spectateur. Par moment, il stoppe le film, il dit, bon, là, il va se passer ça dans les 5 minutes à venir, je vous revois dans 5 minutes, je vous explique ce que vous. Et le film continue. Donc, on rentre dans le film en tant que spectateur. C'est très puissant. Et ce que tu dis, ben oui, il vaut mieux que 2 cœurs se rapprochent l'un de l'autre au lieu de vouloir convaincre l'autre. Et 2 cœurs qui essaient de se rapprocher au lieu de vouloir convaincre. Personne n'a envie d'être convaincu. Personne n'a envie d'être convaincu. Donc, l'idiot qui ignorait et qui est vaincu, et donc être la victime avec une vérité vitriolique beaucoup trop puissante. Et c'est pour ça que ce diagramme-là, je l'appelle le diagramme de la chienlit, parce que c'est le bazar où sont les autres, mais c'est aussi le chemin du pardon. C'est pas facile, on dit il faut pardonner, il faut pardonner, il faut pardonner. C'est bien compliqué de pardonner, surtout quand on nous a fait du mal, quoi. Quand on peut situer la personne, on peut lui pardonner, quoi. Et moi, mon médecin traitant, je lui ai dit les choses avec beaucoup de puissance en tant que soignant,
ne m'a pas vu que en tant que patient, il m'a surtout, et puis il sait que je raconte pas, je m'en fous. Donc on a pas mal approfondi, et j'y suis allé avec peut-être un peu trop, mais beaucoup de gentillesse. Parce que ça aurait été plus simple qu'on se dispute, que je m'énerve et que je dis qu'il est con, qu'il ne comprenait rien. Un espèce de crétin. Là. Alors, par moments, ça bouillonnait dans ma tête. Mais j'y suis allé avec beaucoup de gentillesse pour qu'il se dise ah, le type est gentil, quoi. Il m'a pas insulté et il m'a donné que des arguments qui expliquent que je me suis planté, quoi. Et je le laisse avec ça, quoi. Je le laisse avec ça. Bon, par contre, je n'avais pas prévu de le revoir 2-3 fois dans le mois. Mais il y a quantité de gens à qui je raconte des anecdotes pour les laisser. C'est du jardinage. On plante des graines et on le cultive après. Et si je peux me le permettre, le pardon aussi, c'est un chemin de réconciliation, autant vers soi que vers l'autre. Eh oui, qu'est-ce que j'ai pu dire comme bêtise? C'est libératoire. Ah non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc après, ben, en termes de... Vous voyez, samedi, on était à un moment donné, on a terminé quartier du Bouffet. Il y a un monsieur, je t'en parlais, Christelle, un monsieur très bien, je n'ai jamais vu, je ne sais pas qui c'est, mais il avait un micro. Et en face de lui, il y avait toutes les terrasses de café des étudiants qui étaient contents, les gars, les filles, on prend un verre, on est bien. Et lui, il prend son micro et il y va. Non, la vaccination, protégez-vous, puis il balance le truc. Et à ce moment-là, il dit inconsciemment, je suis sauveteur, je veux vous aider. Mais les gamins, ils sont tous là en train de prendre un verre, en train de se draguer réciproquement. Ils n'ont pas envie d'être victimes de l'autre qui leur bombarde les tympans avec un micro sur un truc où eh oh, nous ça va, on s'est vacciné, on a toujours été au resto. Là, ça rate, quoi. Potentiellement, ce qui peut aider, on en a parlé avec un petit monsieur qui est arrivé, c'est l'histoire du lâcher de confetti. Oui. Faire un mini-spectacle, une scène de 2-3 minutes bien répétée qui va faire rire les gens. Et je reviens sur l'histoire de l'anecdote. Parce que quand vous avez une bonne anecdote, avec un bon petit sketch, et le public s'en empare, et qu'est-ce qu'il en fait? Et bien après, à la machine à café avec ses collègues, avec ses enfants au repas, il dit donc on a vu un truc là-bas, tu sais pas quoi. Et il raconte l'anecdote. Et le fond du sujet que vous vouliez faire passer, eh bien, il rebondit. Alors, le top, c'est que ce soit filmé et que ça part sur du Instagram, du YouTube, du réseau social, et ci et ça. Quoi. Mais ça, c'est un autre sujet. Je voudrais bien vous en parler une autre fois. Voilà. Parce qu'il y a un bon outil quand même, enfin, que moi je déteste, et que j'utilise quand même beaucoup, c'est Twitter. Quoi. Bon, c'est bon, je tiens le concept pour samedi à la manif. Est-ce qu'on va pouvoir fêter avec tous les vaccinés le fait que c'est le dernier week-end où ils peuvent aller sur les places et au resto tranquille sans nous parce que dès lundi, on y retourne. Et... Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Parce que là, il y a de l'humour. Et on leur balance des je vous aime, vous êtes merveilleux. Méfiez-vous, il va falloir prendre votre téléphone pour réserver, sinon vous n'aurez plus les places en place. On vous a manqué, on arrive. On vous a manqué, on arrive. Bon, c'est le côté boutade et heureusement qu'on a ça aussi parce que côté Eric, ouais, je suis d'accord sur le pardon et le fait que finalement, voilà, on a vécu vraiment plein de choses depuis l'été dernier. C'est assez riche, mais ça fait quand même du yo-yo aussi parce qu'en fait, il y a aussi des situations voilà, qui peuvent être potentiellement pas simples, voire compliquées. Pour lesquels on se rend compte qu'on ne peut rien. Parce que, tu vois, moi, ma fille qui est en école d'infirmière, l'autorité des cadres infirmiers, des cadres de santé qui vont persécuter les étudiants jusqu'à temps qu'ils aient des certificats d'injection, en fait, tu ne peux rien faire, même en tant que maman. Donc, voilà, il faut accepter le truc. C'est sûr que j'ai envie d'aller leur péter la gueule. Hein. C'est dur, c'est très dur. Moi, j'ai subi ça aussi avec ma fille qui est en école de chiropraxie à Toulouse. Ouais, on l'a sacrément en travers. Juste avant de terminer, au-delà des anecdotes, il y a aussi quelque chose qui est pas mal pour ramener le sujet. C'est ce qu'on appelle la technique de la question de l'inspecteur Colombo. La question de l'inspecteur Colombo, c'est la question bête.
Et si je viens Voilà, excusez-moi, mais je pense à ce truc-là, c'est parce que je suis pas sûr, mais vous allez me dire, parce que je... Alors, faut pas le faire avec trop d'ironie, parce que la personne déteste qu'on se modèle, évidemment, hein. C'est-à-dire, c'est quand même bizarre quand même, parce qu'il y a ça, et je sais pas, je suis pas bien compris. Là, et là, alors là, il y a une multitude de sujets, hein. Moi, je disais, je sais pas, moi, mes collègues, toutes les 4 heures, ont changé les masques. Passion, tout le monde à 4 heures, on change les masques, etc. Et puis, dans le métro, tout le monde est avec un vieux masque dégueu qui sort du pantalon ou un truc en tissu ou un masque qui est passé dans la machine à laver, ici et ça. Enfin, moi, je porte des masques chirurgicaux depuis 1991. Je prétends que j'ai peut-être un message à dire sur les masques chirurgicaux qui sont ô combien nécessaires. Et à un moment donné, stop à la mascarade, quoi. À force, au bout de 4 heures, la chaleur de notre respiration dilate les fibres. Et puis surtout sur la boîte. Par exemple, très bonne question, inspecteur Colombo. Oui. Sur la, dis donc, j'ai vu, ça me paraît bizarre. Tiens, regarde, tu me dis ce que tu en penses. Sur la boîte, c'est écrit stop 99,99% des bactéries. Et là, vous reniflez. C'est quand même bien. Mais c'est pas un virus, le Covid. Parce que ça s'appelait bactéries, mais c'est pas un virus. Je comprends pas bien le truc. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Parce que j'ai compris que une bactérie, c'est à la taille d'un supermarché, si on regarde avec un microscope, et puis un virus, c'est à la taille d'un capuchon de stylo dans un supermarché. Donc le virus, il passe en fait, non? Qu'est-ce que tu en penses? Je comprends rien, ça m'énerve. Et ben ça, on en parle à qui? On en parle à sa cousine qui travaille au laboratoire machin, et qui est coincée aussi de ça, qui dit ah ben non, il faut qu'on en parle au kéké de la famille pour lui dire explique-moi le truc, de façon à ce qu'on le lâche dans la nature avec c'est-à-dire je vais justifier l'injustifiable. Je vais officiellement devant tout le monde faire une expérience de dissonance cognitive, de persistance de croyances réfutées, et je vais m'auto-inventer une raison, mais qui est complètement crétine. C'est en cela que l'inspecteur Colombo Enfin, c'est une référence absolue. Donc, par moment, c'est pas pour dire ah, bon, allez, je t'explique le masque maintenant, vu que j'ai vu que tu savais pas. Non, 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 non. C'est laisser partir la personne avec son doute pour qu'elle se dise ouais, c'est vrai, c'est bizarre quand même, quoi. Et, ou alors, l'inspecteur Colombo, je sais pas, moi, t'es sûr quand même, la 3e dose, t'es sûr, mais enfin, je sais pas, moi, mon chien, on a fait la rage une fois, on a fait ça une fois, tu prends 3 doses et le truc il marche ou quoi? C'est sûr. Là, on est à la limite de l'ironie quand même. Ça peut être blessant, il y a des gens qui peuvent voilà. perdre. Mais il faut que la personne me dise bah, inspecteur Colombo, il y a un truc top et trop facile. C'est le coup de l'immunité naturelle. Ouais. Sans déconner. Alors ça, c'est affaire à son médecin traitant. Mais enfin c'est sûr que, je ne sais pas, normalement, un vaccin, c'est plus fort que l'immunité naturelle. Enfin, rien que ça, c'est le mec le gars qui dit ça, il remet l'existence du Big Bang en cause, quoi. C'est trop revoir, quoi. Si l'immunité naturelle est inférieure à l'immunité vaccinale, ah bah, donc, parce que, et là, tu as un truc qui est très sympa, c'est ma femme, quand elle était mariée, ma cousine, etc. Alors, je t'explique, elle a dû virer son chat, plus les fromages aux chèvres, les fromages, des trucs et les machins, parce qu'elle est enceinte. Attention quand tu manges du cresson, attention à ci et ça, parce qu'elle n'a pas assez de... Par contre, elle a chopé le Covid, elle a son immunité naturelle, et il faut quand même qu'elle se vaccine, c'est-à-dire rien comprendre. Il faut prendre les non-sens et poser des questions, inspecteur Colombo, et les laisser macérer, réfléchir, parce que là, vous les faites monter de 1 à 2, je sais que j'ignore, et vous les rapprochez du 4, de la lucidité des pressions. Ouais, voilà. Alors, je ne vais pas forcément avoir retenu en fait de quelle source ça vient. Mais moi, je t'avoue que du coup, j'ai pas mal relâché la pression depuis que, en fait, j'ai pris connaissance du ratio entre guillemets, quoi.
des 30% qui sont hypnotisés, des 30% qui sont conscients, et puis on a 40% au milieu, quoi. Donc, quand je suis face à des personnes qui sont trop éloignées, moi, j'ai pas les ressources tout le temps et nécessairement, voilà, le beau mode de pensée, tu vois. Voilà, faire de l'humour, tu peux toujours, mais bon, là encore, tu n'es pas forcément sensible ou pas forcément avec ton humour, quoi. Donc, c'est ça, des fois en manif, en fait, du coup, voilà, je récupère des soignants. On se rend compte, en fait, qu'il y a des gens qui se font du mal, quoi, à essayer de faire passer des trucs et ça ne passera pas. Donc, on leur dit, non, en fait, là, tu as le stéréotype où c'est trop loin, c'est pas le moment et il y a des forces pour les autres, quoi. Il y a plein de gens, l'immense majorité, il faut les laisser tranquilles. Nous, on a basculé dans ce qu'on appelle, c'est un nom, ça s'appelle la résistance. Alors, je peux me comparer à mon grand-père, mais mon grand-père, il était résistant dès 40, et pourtant, tout était plié, tout était fini. Et on lui disait, tu arrêtes, les Allemands défilent, et les gendarmes nous laissent passer. Tu arrêtes, la guerre est finie. Et lui, il a basculé dans la résistance dès le début. Moi, c'est très important parce qu'à la fin, ils étaient tous résistants. Mais sur 5 ans, si on regarde bien la totalité, la totalité de la France, on est à moins de 10 000 personnes. Hein. Moins de 10 000 personnes de vrais résistants du premier jour. À la fin, ils sont tous résistants. Et tant qu'il n'y a pas l'affaire Barbarossa, et que Hitler ne se met pas à attaquer les soviétiques, comment dire, quand Hitler est arrivé à Paris, il a reçu les félicitations de Staline. Pas un communiste qui a bougé au début de la guerre dans la résistance. Pas un. Puis dès qu'ils ont fait beaucoup de choses, les communistes, mais après, pas au début. Mais au tout début, ils sont moins de 10 000. Hein. Et encore, nous, on est à ce stade-là. Et il y a des gens parfaitement authentiques, je ne veux pas faire des histoires à gauche, etc. Des gens magnifiques et authentiques de partout. On ne peut pas des communistes sur l'approche historique des choses, sur ma vision de la résistance. Il faut qu'on fasse le deuil de convaincre les gens par foule. Ça se fera, il faut qu'on aille chercher les caractères forts et ça se fera petit à petit, tout doucement. Et puis après, la télé va quand même indirectement, petit à petit, nous aider aussi. Ça va être compliqué. Hein. On ne peut pas mentir tout le temps à tout le monde à ce point-là. C'est Benjamin Franklin, je ne sais plus quel président américain qui avait dit ça à un diplomate. On peut mentir à tout le monde à certains temps, on peut mentir à certaines personnes tout le temps. Mais on ne peut pas mentir ce qui marche à bien, tout le monde, Eric, tout le temps. C'est la cité de la peur, tu vois. On peut tromper une fois 67 millions de Français, mais on ne peut pas tromper 67 millions de fois. Voilà, c'est exactement ça. Chers amis, il faut que j'aille me coucher parce que je démarre à 4h30 demain. C'est clair. Et puis demain soir, on fait un petit repas vite fait avec un certain Carlo. Et je ne voudrais pas finir trop tard non plus. Mais si vous voulez, on peut se refaire une autre soirée. Je pourrais vous parler de la ProcessCom sur l'étude des modes de personnalité. Ouais. Ça, c'est un outil énorme. Selon le mode de personnalité que tu as en face de toi, tu te cales, tu mets ton discours en italique, en gras, tu changes la police de caractère de ton message. En fonction de la personne qu'on en fait. Là, c'est pour les proches, les collègues. Ça, c'est un énorme outil dans le processus. Énorme outil. Écoute, donc on se dit à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, merci. Merci. J'espère que cette vidéo va un petit peu circuler et puis que les personnes mettront des commentaires. Et puis désolé pour ceux pour qui j'ai dit des évidences, parce qu'il y a certains points qui sont évidents. Mais, puis là, je les fais en courant. Et voilà. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. C'est passionnant.